fait un petit soutien émotionnel. Vas-y, Julien. Entendu, les gens en ligne, Ouais, tu m'entends? normalement, c'est bon. Vous entendez en ligne? Je l'ai vu. Sarah? Je vais pas suivre un Je tu veux quoi? Oui, Ah, si tu nous entends, c'est bon? ouais, je vous entends, c'est bon. Le coup, il vit longtemps. Ok, super. Et bah, Par bon contre, Juliette, courage. ta caméra, tu l'as désactivée, du coup, on te voit plus très bien. Ah, mais vous n'avez pas de celle-là. Bon, en vrai, si on ne voit pas en gros plan, c'est pas. Super chemise. Je ne verrai pas. Non, bon, voilà, normalement, ça va. Non, je pense qu'on ne voit pas. Ouais, voilà. Ok. Bonjour à tous et merci d'être là pour m'écouter aujourd'hui. Je vais vous présenter mes travaux de recherche plutôt passés sur la modulation d'impact de pression anthropique environnementale sur les populations marines exploitées. Voilà, j'ai fait une petite prise de ce que j'ai fait avant d'arriver ici. Je suis une ingénieure agro de Rennes. Après mon M2, j'ai fait au log à Wimereux, sur lequel j'ai bossé sur un modèle écosystémique. J'ai bossé à l'IFREMER pour un CDD d'un an et demi avant ma thèse. J'étais à Port-en-Bessin et j'ai travaillé sur un modèle d'évaluation de stock pour la morue du banc de Terre-Neuve. Donc, j'ai travaillé j'ai été à Terre-Neuve au sein de DFO, la pêche Océan Canada, pour travailler avec les gens là-bas. Et puis après, je suis retournée à l'agro faire ma thèse au sein de Décode, qui est leur nouvelle unité UMR. Ensuite, j'ai été en postdoc aux États-Unis, à Seattle, où j'ai bossé à l'Université de Washington et avec des collaborations à la NOAA. Et maintenant, je suis là. J'ai été recrutée en tant que chercheuse à l'IFREMER et je suis arrivée en juin. Voilà, rapidement. Et puis, je vais vous présenter différents éléments de ce que j'ai pu faire dans la recherche par le passé. Bon, ça, c'est vraiment des petits éléments de contexte assez rapides. Bon, les écosystèmes marins sont soumis à beaucoup de pression d'origine anthropique et naturelle. Là, ici, on a à gauche une carte qui montre l'emprise spatiale des pressions anthropiques qui sont exercées sur les écosystèmes marins. Plus de 85% de la surface de l'océan est impactée par ces pressions. Et puis à droite, on a une classification des différents types de pression qu'il y a en fonction des écosystèmes. Voilà, sur lequel je vais travailler. Donc, on a des changements d'usage de l'exploitation, le changement climatique, la pollution, l'arrivée d'espèces invasives et puis d'autres règles. Sur la question de ces différentes pressions, il y a un peu la question de à quelle échelle elles agissent et à quelle échelle on les étudie. Moi, dans mes travaux, j'ai principalement étudié des pressions sur la dégradation des habitats, l'exploitation, le changement climatique et la pollution, et à l'échelle de la population. Et donc, j'ai fait ça plutôt avec des outils, donc sur les populations de poissons précisément, et puis avec des outils de modélisation qu'on utilise assez classiquement, notamment dans la gestion, qui sont des modèles de population structurés en âge et en taille, où on suit l'abondance des poissons pour un stock, souvent donc, dans un lieu donné, pour une espèce donnée, et on suit les abondances de différentes classes de taille, de classes d'âge, de stade, au cours du temps. Voilà, ça c'est pour une introduction très générale. Ce dont je vais vous parler en premier, c'est la modélisation d'impact anthropique au niveau des ZFH, zones essentielles halieutiques, pour la dynamique des populations de poissons marins. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé au cours de ma thèse à la Groupe, avec l'encadrement d'Étienne Rigaud et d'Olivier Lepape, et puis en collaboration avec Elliot Brown, qui est au DTU La Poire, et avec l'aide de stagiaire Maël. Bon, vite pour donner quelques éléments de contexte là-dessus, ce qu'on appelle les EFH, Essential Fish Habitat, c'est comme ça que ça va être abrégé partout, c'est des zones qui sont décrites comme supportant au moins un stade de vie d'une espèce marine. Ici, si on représente le cycle de vie d'une espèce marine, qui se répartit sur différents habitats, on peut voir qu'il va y avoir en fait
toutes ces zones, les habitats juvéniles, les habitats adultes de nourrissage, de ponte, et puis les zones de dérive larvaire peuvent être des zones fonctionnelles halieutiques, mais en fait, en essayant d'appliquer des critères un peu de priorisation de comment on pourrait s'intéresser à ces zones, on peut se rendre compte que notamment les zones juvéniles et les zones de frayère sont particulièrement importantes parce qu'elles représentent des goûts d'étranglement au niveau de la population où il y a des agrégations importantes de densité et donc avoir des impacts au niveau de ces zones, ça peut avoir des impacts assez forts sur la population. C'est des zones qui sont soumises à des pressions fortes, notamment dans les zones côtières qui sont très dégradées, et les espèces halieutiques qui dépendent des zones côtières sont très nombreuses. Donc ici, on a un exemple, ça représente quand même 3/4 des débarquements en Atlantique Nord-Est. Et c'est des espèces qui sont impactées au moins sur un de leurs stades de vie, et parfois dans plusieurs de leurs stades de vie. Donc c'est pour ça qu'on veut étudier l'impact de ces pressions anthropiques sur les habitats pour les populations. Et pour faire ça, on va utiliser un modèle de population. Donc c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est des modèles qui sont assez classiquement utilisés en évaluation de stock notamment, et en dynamique de population pour décrire l'abondance d'une espèce au cours du temps. Donc on répartit la population en classes d'âge, en classe de taille ou en classe par stade. Et puis avec des équations, on suit l'évolution de la population au cours du temps. La stratégie de modélisation qu'on a employée, c'est un cadre de simulation. On va avoir des paramètres qui vont nous permettre de décrire une population donnée. On va la soumettre à différents scénarios qui concernent les habitats. Donc, on va faire des scénarios de dégradation, de restauration des habitats. Et puis, on va regarder les résultats du modèle. Donc, l'évolution de la biomasse pondéreuse ou de la capture au cours du temps. Et puis, on va tracer ce qu'on appelle des courbes de production que vous voyez ici sur la droite, qui nous permettent de calculer ce qu'on appelle le rendement maximal durable, le MSY, qui va être un indicateur de la production maximale que peut avoir cette population lorsqu'elle est exploitée. Ce qui nous intéressait principalement, c'est comment est-ce qu'on a conçu les scénarios d'habitat, ce que je vais vous décrire maintenant. Pour les construire, on s'est principalement basé sur la relation, ce qu'on appelle stock-recrutement dans le modèle. Donc, c'est la relation qui va nous donner le nombre de juvéniles qui sont issus du nombre soit d'œufs, soit de pondeurs dans une population. Ici, c'est des façons courantes de décrire cette relation, c'est utiliser une relation de Beaverton-Holt. Voilà, c'est une courbe avec qui atteint un plafond. Et donc, ce plafond, c'est la capacité d'accueil de la nourricerie qui décrit le nombre maximum de juvéniles qu'une nourricerie peut accueillir. Et l'autre paramètre fondamental, c'est, bon, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais ici on décrit par le paramètre de la stiffness, qui est la proportion du recrutement sans pêche qui est produit lorsque le stock est réduit à 20% de la biomasse initiale. Et donc ça, c'est un paramètre qui décrit en fait la façon dont la pente, ou plus ou moins la pente de la courbe, et du coup qui va décrire in fine la résilience d'une population à l'exploitation ou à dégradation. En fait, cette courbe qu'on utilise beaucoup de modèles de population, elle dérive d'une équation différentielle qui nous explique l'évolution d'une abondance des juvéniles dans un espace clos où la ressource est limitée. Donc, ça décrit des phénomènes de compétition, notamment pour la ressource trophique. Donc, ces phénomènes de compétition, cette relation, elle intègre un paramètre de mortalité qui est densité indépendant, donc qui n'a pas spécialement de lien avec le nombre de juvéniles, et un paramètre MDD, de mortalité densité dépendant qui va être lié du coup au phénomène de compétition et aussi à la densité, donc à la surface de la nourricerie. Donc en fait, une fois qu'on a cette relation, cette relation est intégrée pour obtenir la courbe qu'on a là et qu'on utilise dans beaucoup de modèles.
Et en fait, ça veut dire qu'on a une relation directe entre nos paramètres, car la capacité d'accueil et la stiffness, et ces facteurs de mortalité, densité dépendante, densité indépendante. Là, je vous écris pas exactement c'est quoi les relations, mais c'est des fonctions qu'on peut écrire. Et ce qu'on a fait au cours de ma thèse, c'est qu'on a utilisé des scénarios de surface qui regardent la surface et la qualité des nourriceries notamment, et comment ces scénarios vont impacter les paramètres dont je vous ai parlé ici, et donc in fine qui vont impacter la capacité d'accueil et la stiffness. Donc ça, c'est le mécanisme global qui nous permet de faire des scénarios et de voir comment la dégradation ou la restauration de zones, notamment de nourricerie, va impacter la population. Ça, c'est comme ça qu'on fait nos scénarios d'habitat qui vont impacter ici les zones de ponte, ici les nourriceries. Bon, on a appliqué ce modèle à plusieurs cas théoriques et appliqués. Ici, je vais vous détailler un cas d'étude en Manchester qui a été réalisé dans le stage de Maël en 2022, j'imagine, où on étudie 4 stocks, la sole, le merlan, la plie et le bar, qui sont des espèces d'intérêt halieutique dans cette zone de Manchester que j'ai représentée ici, et qui sont des espèces qui dépendent de nourriceries. Ici, je représente les cartes qu'on a des nourriceries, de la répartition des juvéniles sur les nourriceries pour 2 espèces, et on voit que les zones sont communes, mais que la densité des juvéniles dans les zones ne sont pas exactement les mêmes, et ça, c'est parce qu'il y a une différence dans la répartition sur la bathymétrie. Donc, on peut voir ici à droite la distribution bathymétrique des juvéniles pour chaque espèce. Donc, par exemple, les bars sont quasiment plus présents dans une zone inférieure à 5 mètres, tandis que les merlans, pas du tout. Voilà, on va utiliser ces 4 espèces et puis on va utiliser le cadre de modélisation que je vous ai présenté. Donc, on trouve des paramètres de population, on calibre nos modèles et ensuite on fait des scénarios d'habitat pour regarder comment ça va impacter la population, la dynamique de la population. Ces scénarios d'habitat, donc je vous ai dit qu'ils vont modifier les valeurs de la stiffness et de la stiffness H et de la capacité d'accueil K. Et donc, pour rapidement expliquer, on va faire un scénario sur la qualité, la restauration de la qualité de ces nourriceries. Pour une étude qui nous dit que dans des nourriceries plus préservées et peu impactées, notamment par la pollution, on a 20% de densité de juvéniles supplémentaire. Donc, on va utiliser ce ratio pour, pour changer la valeur de K2H pour appliquer une restauration. Et pour des scénarios de surface, on a utilisé des cartes, notamment de la bathymétrie, au cours du temps, donc entre 1870 et 2020. Et on voit qu'on on a perdu une partie des habitats inférieurs à 5 mètres, donc qui sont importants pour les juvéniles. Et du coup, pareil, on estime une perte de 38% de ces habitats qu'on va restaurer dans nos scénarios. On fait des scénarios plutôt de restauration. Donc ça, c'est globalement comment les scénarios fonctionnent. Voilà les résultats. Donc on a ici des résultats pour les scénarios de surface et de qualité pour nos 4 espèces, et puis les scénarios combinés. On a un effet des scénarios de surface sur... C'est vrai qu'on ne voit plus sur quoi c'est, j'ai oublié, c'est sur la capture au MSY, donc la capture maximale qu'on peut obtenir de ces espèces lorsqu'elles sont gérées, lorsqu'elles sont pêchées au MSY. Et donc, on voit que les scénarios de surface augmentent plus ces valeurs-là. Il y a une légère synergie lorsqu'on combine les scénarios. Et surtout, il y a vraiment une différence par espèce qui est assez importante. Et cette réponse qui est différente, elle émerge notamment de la distribution bathymétrique des juvéniles que je vous avais présentée initialement, puisqu'on a restauré des zones notamment principales. Dans nos scénarios, on a fait l'hypothèse qu'on restaurait des zones inférieures à 5. Donc ça, c'est un exemple d'un cas d'étude qu'on a fait à partir de ce cadre de modélisation qu'on a développé dans ma thèse.
On avait fait un cas d'étude un peu plus théorique, donc je vous présente les conclusions rapidement, qui nous dit, en fait, en regardant vraiment un peu plus analytiquement les réponses du modèle, que euh, lorsqu'on modifie l'habitat juvénile avec des scénarios seulement de surface, et ben, on va augmenter la taille du stock et la capture qu'on peut obtenir à MSY, tandis qu'on fait des scénarios qui impactent, on va également modifier la mortalité par pêche qu'on obtient, qui nous permet d'obtenir ce rendement maximal durable. Et on a des différences entre les espèces en fonction de la valeur de leur sickness, la valeur initiale de leur sickness, donc la résilience, donc on caractérise souvent comme la résilience d'une espèce, peut nous renseigner sur leur réponse sur la sensibilité qu'ils vont avoir à ces scénarios de dégradation ou restauration de l'habitat. Et puis ici, on a ce que je viens de vous montrer. Ça va aussi dépendre de la concentration sur la zone restaurée. Et un autre résultat que je présente aujourd'hui, on a aussi également étendu l'approche pour prendre en compte les dégradations, notamment quel a été l'impact de l'hypoxie sur les zones de ponte en Arctique. C'est un autre papier issu de ma thèse. Je vais vous présenter maintenant un deuxième volet de mes travaux où on a utilisé un modèle causal, des modèles, je ne sais pas comment on dit en français, des modèles de causalité pour essayer d'avoir des modèles d'évaluation de stock qui sont informés par des données climatiques et environnementales. Donc ça, c'est issu de mon postdoc à l'Université de Washington, où j'ai travaillé avec beaucoup de collaborateurs de la NOAA du centre d'Alaska. Ils sont toujours en congé obligatoire et ne peuvent pas communiquer avec nous. Donc, on est un peu dans cette situation, forcément. Un tout petit peu de contexte pour cette étude. Les modèles d'évaluation du stock qu'on utilise pour représenter le fonctionnement de population, évaluer l'état d'un stock et formuler des avis de gestion, prennent parfois, mais pas toujours, en compte le fait que la productivité d'un stock change au cours du temps. Donc ça, forcément, on sait que les variables environnementales et climatiques vont avoir un impact sur la productivité du stock et ils vont notamment changer le recrutement, la mortalité et puis des facteurs comme la croissance du stock. Mais pour l'instant, en fait, c'est pas beaucoup utilisé, c'est pas forcément toujours modélisé et utilisé pour la gestion. Quand c'est fait, on utilise en général deux options, enfin il y a un peu deux façons de procéder. Une façon de procéder, c'est de dire qu'il y a des variations stochastiques sur ce que j'appelle les le processus de population, donc il peut être recrutement, mortalité, croissance. Donc cette variation stochastique, elle peut prendre soit l'effet d'un marcheur aléatoire, donc qui est représenté ici en rouge. Donc c'est juste dire que par rapport qu'il y a un petit changement par rapport à l'année précédente. Et puis on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le random walk, qui est quand même utilisé. Et puis on utilise aussi des processus autorégressifs, donc par exemple AR1, donc avec une corrélation. Donc ça veut dire que on a un changement stochastique au cours du temps, mais qu'il y a aussi une corrélation temporelle de notre processus. L'autre façon de procéder, c'est de réussir à montrer qu'il y a un lien entre un de ces processus biologiques et une covariable environnementale, climatique ou biologique, et de modéliser ce lien. Et souvent, ça s'est fait via des régressions. Le problème, c'est que les régressions qu'on utilise, elles ne permettent pas d'utiliser l'intégralité des variables qu'on peut connaître. Souvent, les variables qu'on va avoir qui caractérisent un écosystème ou les variables biologiques, elles vont être corrélées les unes aux autres. C'est normal, puisqu'il y a des variables forçantes qui vont impliquer des résultats qui vont être les mêmes, enfin, qui vont impliquer des corrélations entre ces variables. Et donc, on ne peut pas utiliser toutes ces variables qui sont corrélées dans une régression. On est obligé d'en choisir une. Et donc, ça a quand même, c'est quand même une limite dans le fait d'utiliser la régression. Et
l'approche causale est suggérée dans plusieurs textes, de référence, comme une façon un peu de s'émanciper de ce paradigme. Donc, quelques éléments sur la modélisation causale, dont je ne suis pas une experte, j'ai juste travaillé dessus dans le cadre de mon postdoc, mais je donne quelques éléments. Donc, quand on écrit que la variable A cause la variable B, on implique vraiment une direction entre ces deux, une direction de la causalité. Donc, c'est différent et c'est pas la même chose que B cause A. Et donc ça décrit, cette flèche va décrire une sorte de mouvement d'information qui est temporel aussi. Donc, il y a un peu un côté du passé au présent. Et donc, la causalité est différente de la corrélation. Et un exemple de ça, c'est que si on dit que A et B sont corrélés, ça peut être parce que A cause B, ça peut être parce que B cause A, mais ça peut être aussi parce qu'une autre variable, par exemple C, cause à la fois A et B. Donc ça nous montre l'importance de ne pas regarder que la corrélation, mais d'essayer de comprendre la direction de l'information et, la direction de l'information et dans quel sens l'information, de quel sens. Ah, Kwakowski, voilà. Euh, pour représenter c'est, pour représenter la causalité, on utilise ce qu'on appelle des diagrammes de causalité. On appelle aussi des DAGs, donc c'est Directed Acyclic Graph, des cartes de causalité, Bon, il y a beaucoup de différents termes qui sont utilisés, c'est juste ça que je voulais dire ici, et qui représentent de représenter conceptuellement euh, le fonctionnement qu'on a du système. Et donc, c'est vraiment une représentation du scientifique de comment on pense que le système fonctionne et quels sont les mécanismes qui peuvent générer les données qu'on observe et la façon dont les données vont répondre les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est des petits exemples de représentation qui sont un peu petits, mais bon, forcément une multitude de diagrammes de causaux qui peuvent être dessinés. Et pour dire un mot sur les modèles, il y a beaucoup de modèles qui ont été développés au cours du temps. Il y a les Structural Causal Models, les SIM, donc les modèles d'équations structurelles. Et puis, il y a un peu une autre famille sur, je vais dire tout en anglais parce que je ne sais même pas comment on est censé traduire, Empirical Dynamic Modeling et puis les Convergent Cross Mapping qui sont un peu une autre famille de modèles en linéaire. Et toute cette catégorie de modèles et les modèles causaux en général sont de plus en plus populaires en écologie et puis commencent à infuser dans le domaine de la pêche, de la science de la pêche, mais ils ne sont pas encore très, très utilisés. Et notre hypothèse dans ce travail, c'était que c'était un bon cadre pour essayer de formaliser des liens environnementaux dans un modèle d'évaluation de sol. Donc pour ça, on a utilisé un cas d'étude qui est le colloque dans le golfe d'Alaska. Donc, c'est une petite carte en haut à droite. C'est quand même des zones assez lointaines pour ici. Et le colloque du golfe d'Alaska, c'est une pêcherie très rentable qui produit vraiment beaucoup d'argent. Un peu moins que celle de l'Eastern Bering Sea qui est au-dessus, qui est vraiment une des plus grosses pêcheries en termes d'argent américain, mais quand même assez important. Et c'est une espèce qui est très bien suivie. En fait, la pêcherie a commencé dans les années 70 et il y a directement des gros moyens mis en place pour suivre cette pêcherie. Et donc, on a beaucoup de données pour caractériser notre population et pour développer des modèles d'évaluation de stock. Donc ici, il y a un petit graphique qui représente les différentes données qu'on a. Et donc, on voit quand même que en termes de couverture temporelle, on a quand même vraiment beaucoup de données. Et pour donner quelques éléments sur le modèle d'évaluation de stock, donc il couvre la période de 1970 à maintenant, il représente 10 âges de la population. Les sexes ne sont pas différenciés dans le modèle. Et il n'y a pas de relation stock-recrutement qui est vraiment par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la relation Beverton-Holt. S'il n'y en a pas, on dit juste que le recrutement, l'hypothèse, c'est que le recrutement est
il y a un marqueur aléatoire dessus qu'on dit il est un peu différent de l'année précédente avec un petit facteur d'erreur. Et comme vous voyez sur le graphique de droite, en bas à droite, il y a une forte variation du recrutement au cours du temps. Donc, on va essayer d'expliquer la variation du recrutement à l'aide de variables environnementales. Les variables environnementales qu'on avait à notre disposition, elles émanent d'un processus d'initiative qui s'appelle Economic System and Socio-Economic Profile, qui a été développé notamment par Shotwell et al., qui essaye de compiler des séries temporelles qui peuvent donner des informations sur la changement de productivité dans un secteur. Donc, ils essayent de développer cette collection de variables environnementales donc pour avoir quelque chose de plus, le plus complexe au cours du temps possible, puis pour un maximum de stock, c'est pour essayer d'avancer dans ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches. C'est un outil qui est vraiment très intéressant, parce que notamment quand je suis arrivée, il y avait déjà toutes ces données qui sont traitées, qui sont l'observation la plus propre possible et qui peuvent être utilisées notamment dans la modélisation. Donc, ces variables pour notre pologue du golfe de l'Alaska, il y a des variables physiques, donc la température, un indicateur de vague de chaleur marine, etc. Il y a des variables biologiques, comme des estimations des certaines proies du pologue, notamment, des estimations de biomasse de prédateurs ou compétiteurs du pologue, et puis des indices spatio-temporels de la répartition de ce pologue qui pourraient expliquer certaines variabilités. Donc, voilà. À partir de tous ces indicateurs et en discutant beaucoup avec ceux qui génèrent cette donnée, donc en fait, il y a quand même vraiment un gros programme de recherche fondamentale, des recherches sur les processus qui impactent la productivité du stock. Et en discutant avec eux, on arrive à cette première représentation de ce qui se passe dans le système, dans le golfe de l'Alaska, et comment les différentes variables impactent, in fine, le recrutement de notre pologue, qui était ce qui nous intéressait, en violet à droite. Voilà. Donc ici, on représente un peu toutes les hypothèses qu'on peut avoir sur le système, et puis on pense que telle variable impacte positivement ou négativement la variation de la variable suivante. Et puis ici, sont représentés un peu en plus transparent des éléments sur lesquels il y avait un peu moins de certitude et il y a un peu moins d'études qui peuvent montrer ces éléments-là. Cependant, ça reste quand même un gros... là-dedans, il y a beaucoup de variables et beaucoup de relations, donc c'est un peu trop gros pour être modélisé par les outils qu'on avait. Et donc, on a réduit et simplifié ce diagramme causal pour arriver à cette représentation-là, où on pense principalement que le vent et la température vont impacter des variables un peu intermédiaires, notamment le nombre de larves, le nombre de juvéniles, younger player, on a, et puis la condition de ces juvéniles, et puis la condition des adultes. Et puis on a aussi une variable ici, des proies qui vont aussi impacter la condition. Et donc, tous ces facteurs-là vont, in fine, impacter le recrutement. Et vous pouvez voir qu'il y a des variables qui ont un impact, on va dire, un peu avec pas de lag. Donc, on pense que le vent impacte directement les larves dans la même année, parce qu'on a avec un pas de temps annuel. Et puis, on pense qu'il y a des choses qui ont un lag d'un an. Par exemple, la condition des adultes va impacter les larves qu'on mesure l'année suivante. Donc ça, on met une petite représentation comme quoi il y a un lag d'un an. Alors maintenant, pour modéliser
cette représentation, ce diagramme causal qu'on a formé, on va utiliser un outil qui s'appelle DSEM, donc Dynamic Social Equation Model, qui a été développé par Jim Thorson en 2004, donc un outil assez récent. Cet outil, il fait l'hypothèse d'avoir des relations linéaires entre nos variables. Les variables, elles peuvent être lissées avec un processus autorégressif pour permettre de pallier aux données manquantes, ce qui est quand même souvent le cas dans les données observationnelles qu'on peut avoir des campagnes analytiques, on a souvent des données manquantes, et ça va aussi avoir un impact dans le module de projection. Il permet d'utiliser différentes distributions, de faire l'hypothèse de différentes distributions de données, et puis finalement, il permet d'estimer un effet, un coefficient pour chaque relation qu'on a représentée ici. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est l'hypothèse initiale qu'on fait, et le modèle va nous permettre de quantifier ces effets. Mais on est obligé d'avoir une hypothèse initiale du fonctionnement du système. Et là, donc, le modèle qui est ajusté, au final, c'est un modèle mixte linéaire à travers une représentation avec des GMRF, les processus Markov-Gaussien, donc il y a l'intervention d'une sparse principale matrice. Ça, c'est un peu des détails techniques pour ceux que ça intéresse. Et le tout est estimé en TMB, ce qui permet une estimation vraiment très rapide d'un grand nombre de paramètres. Et in fine, ce modèle d'ICEM, ça inclut en fait, la façon dont on paramétrise ICEM permet d'écrire plein de modèles différents, donc des SIM, mais aussi des modèles autorégressifs et des Dynamic Factor Analysis, qui sont aussi pas mal utilisés en écologie. Donc, le modèle d'ICEM, il nous permet de représenter tout ça, mais en fait, le recrutement, on n'a pas vraiment de valeur pour ce recrutement. Il faut qu'on l'estime via le modèle d'évaluation de stock. Et donc, c'est vraiment l'idée de notre travail, c'est de coupler le modèle d'évaluation de stock et d'ICEM pour avoir une estimation du recrutement la meilleure possible. Et donc, bon, je prends un peu tous les éléments, mais l'idée, c'est que notre processus, donc ici le recrutement, mais ça pourrait être la croissance, la mortalité naturelle, etc., est modélisé comme un effet aléatoire au sein de notre modèle et va être informé en partie par les données d'évaluation de stock qui sont représentées en bleu, donc notamment la composition en âge, etc., mais aussi par les séries environnementales euh, qu'on a dans notre petit diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, c'est les informations de ces deux types de données qui vont permettre l'estimation du recrutement, mais aussi des paramètres du stock et des paramètres causaux qu'on va avoir. Et on va aussi avoir dans ce modèle la possibilité de faire de la prédiction de notre recrutement en fonction de prédictions qu'on peut avoir de ces variables environnementales. Pour faire un rapide aperçu des résultats, ça marche parce que c'était quand même pas évident qu'en introduisant un modèle bien compliqué dans un modèle pas très simple, ça fonctionne. Donc ça marche et ça. D'ailleurs, c'est assez rapide grâce à TMB, sans doute. Grâce à TMB, c'est quand même assez rapide d'estimer tout ça. On a réduit la variance du recrutement. Donc ça veut dire qu'on a réduit la variabilité résiduelle qu'on avait dans notre recrutement. Donc on arrive avec une variable environnementale à expliquer une partie de la variabilité de ce recrutement. On a fait des tests pour savoir si en simulation le modèle avait un comportement, enfin on retrouvait bien si les paramètres du modèle n'étaient pas biaisés, donc ça va aussi. Et il y a une bonne performance prédictive du modèle. Ça, on peut le voir avec l'AIC, mais aussi en faisant des prédictions à un an, en voyant qu'est-ce qui prédit le mieux le recrutement avec une prédiction d'un an. Et surtout, on compare tout un ensemble de modèles, tout un ensemble de configurations du modèle, plus ou moins simples, au sein de notre cadre de modélisation. Donc ici, on représente le recrutement avec un marqueur aléatoire, donc c'est ce qu'on appelle ASD.
On peut représenter le recrutement simplement en disant que il est corrélé au recrutement précédent. Donc voilà, donc là, il n'y a pas d'information qui vient de variable environnementale. Et puis ensuite, on peut simplement faire une régression. Donc ici, le vent va être une covariable de recrutement. Et après, on intègre, je vous ai présenté précédemment, les diagrammes de causalité, qui sont plus ou moins simples. Je n'entends pas de mon pointeur. Donc ici, on a un assez simple, un modéré et un plus compliqué, donc qui va intégrer plus de variables. Donc c'était celui-là que je vous avais présenté tout à l'heure, parce que c'est celui qui, au final, nous donne les meilleurs résultats en termes d'AIC, mais aussi en termes de euh, prédiction à un an plus long. Donc voilà, les résultats sont en cours de publication et dans un préprint qui est disponible en ligne. Euh, Quelques éléments de perspective qu'on a sur ce travail-là pour qu'on appelle SIM, c'est Structural Causal Enhanced Assessment Model. C'est le petit nom du modèle parce que bon, pour les évaluations de stock, on aime bien donner des petits noms à nos modèles. Une des perspectives qu'on peut avoir, c'est de ne pas non seulement modéliser le recrutement, mais aussi modéliser avec nos variables la mortalité naturelle, la croissance, donc avoir plusieurs liens qui sont faits. Et puis, bon, il y a un peu des tests qui doivent être faits pour explorer la sensibilité de qu'est-ce qui se passe si on se trompe quand on fait nos hypothèses de lien entre les variables entre elles, et comment est-ce que ça se cumule avec d'autres erreurs dans la paramétrisation du modèle d'évaluation de stock aussi. Et de façon plus générale sur DICEM, on a des questions sur vraiment réussir à arriver à l'interprétation causale. On a utilisé une représentation, on appelle ça des modèles causaux, mais pour l'instant, on n'arrive pas à valider ces inférences qu'on fait. Et donc pour ça, il y a des steps, il y a des étapes de validation et des outils qui existent dans la littérature, de la modélisation. Et ces tests doivent être encore un peu étendus pour être adaptés à DICEM. Et puis, de façon générale, essayer d'arriver à des bonnes pratiques et un peu des mécaniques, enfin des bonnes pratiques et des façons, des méthodes pour développer nos diagrammes causaux, parce que c'est quand même nos diagrammes de causalité, parce que c'est quand même le gros du travail, c'est de savoir comment, avec toute la recherche qu'on produit, on peut produire nos hypothèses pour représenter ça sur nos diagrammes. Voilà, bon, il est déjà un peu tard, j'arrive aux perspectives à Mardec. J'ai été embauchée par l'IFREMER pour travailler sur les dynamiques spatiales de grande pélagique, population grande pélagique en Atlantique. C'est assez large. Un des focus que je vais avoir, c'est notamment sur le pont Germont, on l'appelle Albacor en anglais, en Atlantique. Donc ici, là, je vous présente, il y a 3 stocks en Atlantique, le stock nord, le stock méditerranéen et le stock sud. Donc moi, je vais m'investir dans l'évaluation du stock, notamment du stock nord au sein de CAT. Voilà, pour travailler sur l'évaluation du stock, etc. Au-delà de ça, c'est quand même une espèce sur laquelle on a encore beaucoup d'inconnus. On peut le dire sur beaucoup d'espèces, donc ça c'est sûr, mais il y a encore des inconnues assez importantes sur la biologie, sur la distribution spatiale, le cycle de vie. Par exemple, pour décrire un tout petit peu en Atlantique Nord, on sait que les individus sont un peu dans cette zone tropicale, océan central, Atlantique central. Les juvéniles vont faire des migrations vers les côtes ouest européennes, donc en Atlantique Est, pour s'alimenter, pendant que les adultes et les individus matures vont plutôt partir dans les zones tropicales pour se reproduire. Mais à part ça, on n'a quand même pas des zones très très décrites de exactement où ils sont, quelles sont les conditions qu'ils ont, etc. Et on a aussi des questions sur les structures de population. Donc a priori, c'est quand même plutôt bien décrit qu'il y a 3 populations nord, sud et méditerranéenne, mais il peut quand même y avoir un peu de mix entre les deux. Et il y a des
questions sur des structurations spatiales, notamment pour le stock d'humains. Voilà, il y a encore pas mal d'éléments à investiguer pour ça. Il y a aussi, bien sûr, les questions de qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique. Le plongeon germant, c'est une espèce qui est assez réactive à l'environnement et notamment aux variations d'oxygène et de température. Donc ça, c'est une prédiction d'un papier assez récent sur l'habitat préférentiel sous scénario de changement climatique ici, à droite. Donc ça, c'est des éléments qui m'intéressent, que j'aimerais bien investiguer aussi. Donc il y a cette distribution spatiale, donc là, c'est vraiment avec des modèles statistiques. Mais on pourrait envisager de regarder ça avec des modèles un peu plus mécanistes de bioénergétique ou un peu comme le modèle APECOS ou de Olivier. Voilà, qui sont une piste de collaboration. Et puis, on va travailler en Atlantique, sur les côtes françaises, voilà, sur la répartition des captures du Germont. Donc, c'est plutôt la fraction juvénile qui est capturée au cours de sa migration. On va un peu essayer de travailler sur la répartition de ces captures au cours du temps et dans l'espace et essayer de comprendre. Et ça, c'est notamment parce que le quota est quand même souvent pas atteint pour les Français, mais aussi pour d'autres pêcheries européennes, alors que le quota augmente. Donc, il y a un peu des questions de où est-ce qu'est le poisson, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capturé, etc. Donc, on va investiguer avec un stagiaire en 2026. Ah. Et puis, aussi un travail sur les évaluations des stratégies de gestion, qui sont des modèles qui sont de plus en plus utilisés en halieutique pour la gestion des pêches, et pour voir comment est-ce que les stratégies la gestion qu'on peut avoir est robuste ou pas aux incertitudes, et notamment une des incertitudes, c'est l'impact du changement climatique au futur. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé pour le Germont, et puis on va aussi travailler là-dessus. Voilà. Voilà. Et j'aimerais bien continuer à travailler un peu avec les approches causales que je vous ai présentées précédemment. Euh, et puis, je suis intéressée dans tout ce qui est comment est-ce que les modèles d'évaluation de stock et la gestion peut intégrer, mieux préparer se préparer au changement climatique et voir comment ça va avoir des impacts sur la gestion, mais comment est-ce qu'on peut aussi le représenter dans les modèles qu'on utilise avec ces modèles de DMSE ou avec d'autres éléments. Voilà, merci pour votre attention. Il n'y a pas beaucoup de temps, désolé. Si Juliette, est-ce qu'il y a des questions en ligne tout d'abord? Bon. Dans la salle, du coup? Oui, David? Merci beaucoup. J'ai récemment découvert le Dynamic Structural Equation Models et à vrai dire, je ne comprends pas tout à fait. Et il y a 20 ans, j'ai utilisé Structural Equation Models et je comprends à peu près l'idée. Et j'ai fait l'hypothèse que le mot dynamique veut dire que la structure change dans le temps ou dans l'espace, que c'est ça la dynamique. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre les deux et pourquoi c'est Dynamic Structural Equation Model, c'est mieux adapté pour la coupler avec un modèle de stock? Ouais, effectivement, les modèles SIM, ça existe depuis assez longtemps. La différence avec les modèles dynamiques, c'est que ça intègre toute la modélisation qu'on peut avoir sur les séries temporelles. Et donc, ça permet de modéliser et d'estimer des liens entre différentes séries temporelles simultanées ou avec des lags, donc, ce qui ne semble pas possible dans les SIM. Et intégré dans le DCEM, il y a avec le travail sur les séries temporelles, il y a tout un module de projection qui est possible. Et donc ça permet d'avoir des projections à court terme ou à plus long terme qui intègrent en fait l'impact des relations causales que tu as estimées
dans ton initialement. Relation entre environnement, productivité, changer dans le temps, essentiellement. Alors ça, par contre, ça reste, dans le DSEM, ça reste des relations qui sont linéaires. Donc effectivement, ce qui n'est pas forcément toujours adapté en biologie ou en écologie aux effets de seuil, notamment. Mais ça fait partie des améliorations qui sont en cours, je pense, sur le modèle. Et effectivement, par contre, le fait qu'une relation existe et n'existe plus au bout d'un moment, ce qui arrive souvent, ça, c'est pas représenté, mais une des idées, ça peut être que en ayant, en fait, en élargissant un peu la compréhension des différentes, ouais, des chaînes de causalité, on puisse un peu mieux comprendre pourquoi certaines relations existent à certains moments et n'existent plus à d'autres moments. Prendre plus de paramètres. Moi, je fais ça. C'est une question. J'ai pas compris si, du coup, c'est quoi? C'est juste une relation linéaire à chaque fois que c'est pas le long d'un trait? Oui. D'accord. Il y a pas, tu reprends pas, par exemple, des équations de dynamique de population pour décrire le cycle de vie de ton espèce. Enfin, Et juste celle de mon espèce, Fructus, qui est le colloque, qui est en bout de chaîne. Pour lui, il a un modèle d'évaluation de stock complet, donc un modèle dynamique complet qui décrit son évolution à lui. Mais pour les autres espèces, on n'a pas une description complète. Parce qu'on n'est quand même pas dans un modèle écosystémique où on veut tout représenter. On est dans des modèles qu'on appelle MICE, de complexité intermédiaire, où on essaye d'utiliser, de mieux informer, de prendre en compte des éléments de l'environnement pour la productivité d'un stock, mais pas en représentant tout de façon exhaustive. Mais du coup, pour mon espèce, il y a tout un modèle d'évaluation des stocks qui tourne. Ouais, du coup, ce que je comprends, c'est que tu files sous contrainte de forçage environnemental. Oui. Et ta contrainte de forçage environnemental, elle est présupposée. OK? Mais vous l'avez. En fait, tu sais, ton lien causal, il n'existe pas. A priori, tu ne le connais pas a priori, c'est ça? C'est ça que j'ai pas trop compris. Est-ce A priori, a priori, tu es sûr de ton truc ou alors finalement, le fit de ce modèle-là, il te permet de découvrir s'il y a un lien causal ou pas? Parce qu'en fait, je n'ai pas bien vu l'étape à laquelle tu valides, si tu veux, l'estimation de tes paramètres en disant, bah oui, c'est significatif, c'est la température sur Cannabis particus ou je ne sais pas quoi. ouais. Là, c'est ici, par exemple, où on a les estimations des liens qu'on fait. Donc, ce qui est une hypothèse et présupposé, c'est ce qui représente les flèches noires. Donc, on présuppose le lien entre le vent et l'abondance de l'arbre, et on dit que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Et tu ne connais pas. Non, c'est une D'accord, hypothèse qu'on fait. donc vous faites une hypothèse, C'est une hypothèse qui est causale. basée sur de la recherche, d'autres recherches qui ont été précédentes, tu vois. Donc, ça permet d'intégrer ce truc-là. Et donc, avec le modèle, on estime la valeur de ce paramètre, notamment, tu vois, ici, qui est pas très significatif sur celui-là, mais tu as d'autres paramètres qui sont significatifs. Et c'est ce que je disais à la fin, on n'est pas encore arrivé à l'étape de la validation totale, elle te permet de dire quand la température change, on va reprendre le lien ici, la température recrutement, quand la température change de 1 degré, et ben, ça change le recrutement de tant de millions de poissons. Ça, pour pouvoir utiliser du coup la valeur de ce coefficient, ça, il faut qu'on arrive à l'étape de validation, donc qui implique différents tests sur l'indépendance conditionnelle des différentes observations. Et puis, ouais, il y a différentes étapes de validation qu'on n'a pas encore validées pour ce modèle et qui n'existent pas totalement encore pour discernement. C'est des outils. En fait, je me demande juste dans quelle mesure, si tu fais. Donc, je vois qu'après, vous testez pour la mauvaise spécification du modèle. OK? Et si tu fais une erreur de spécification de ton modèle, en fait, c'est quoi l'impact? Donc, en gros, si tu t'es gouré sur le lien causal, Oui. en fait, tu n'as pas vraiment un lien causal ou parce que ça passe par une étape supplémentaire, par exemple, que tu n'as pas explicité à l'intérieur de ton modèle, quelle est l'erreur que tu fais au final? Je pense que ça, ce sera intéressant. La deuxième question que j'avais un petit peu Pour ce truc-là,
Ça, on l'a pas fait dans le cadre de ce papier, mais c'est fait partie des trucs qui sont toujours en développement là-bas, où en gros, ils veulent avoir une sorte de. Donc, c'est comment dire? Ça, c'est une expérience de simulation qu'ils veulent faire, où on simule avec un modèle type écosystémique des liens qui existent entre les espèces, les températures, etc. Et après, on estime avec le modèle là, et en paramétrant bien ou en se trompant dans les cartes, enfin dans les représentations du diagramme, et voir l'impact que ça peut avoir sur l'estimation. Donc, c'est en. Dans le cas de MSI, c'est de l'incertitude structurelle, ça. Et donc, du coup, tu pourrais aussi réfléchir à ça en termes de ça. Tu as des hypothèses de structure et tu t'intègres sur tes hypothèses de structure. Après, tu peux les pondérer, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais pardon. Une question. Ah, vas-y, là-dessus. Tu as aussi t'as des gens, quand ils regardent les modèles en réseau comme ça, il y a la notion d'acteur manquant par rapport à ce que tu dis, où ils cherchent à estimer est-ce qu'on a raté un des acteurs du réseau qui va dans ces analyses de sensibilité du réseau à des erreurs de structuration du réseau. Rien qu'aux autres. Ok, je connais pas cet vecteur d'enfant. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais je sais que Actuellement, encore, c'est ce qui s'appelle the hidden variables ou c'est quoi le premier mot que tu as dit en anglais? hidden Ouais. variable caché. C'est la même chose ou c'est autre chose? C'est pas des couches cachées, par rapport à un. Ce que disait Tristan, est-ce qu'on a raté. La mauvaise spécification. Pardon? La mauvaise spécification du modèle. Ouais, ou même, il t'a raté un lien parce que t'as pas. Il y a un acteur qui te manque dans ton schéma. Oui, que tu ne mesures pas, en fait, une variable. Oui, ce qui veut dire l'oxygène, que je ne vois pas, et qui serait finalement ceux qui gouvernent l'ensemble des dépendances que tu as montrées, mais qui est finalement l'acteur que tu aurais dû mettre dans ton réseau parce qu'il induit des corrélations. Voilà, Alors, du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller contraindre les équations structurelles de l'évaluation, le modèle d'évaluation, et pourquoi vous n'avez pas impacté les indices? Tu peux faire entrer des indices parce que tu fit à des indices d'abondance. Et donc, tu pourrais avoir, au contraire, des indices qui sont affectés par l'environnement. Et donc, c'est d'autres façons d'aller affecter sans toucher trop aux équations. Et en fonction de ce que ton indice représente, si tu vas, par exemple, tu as un indice de recrutement, tu as un indice pour les âges 3-4, tu as un indice pour les âges 5-6, je ne sais pas, tu peux aussi affecter différentes. Pourquoi vous avez fait ce choix d'aller modifier, fitter aux équations structurelles? Je pense que ce que tu racontes, ça veut dire avoir des covariables pour chacun de tes. Enfin, c'est une autre façon d'intégrer l'environnement à un autre endroit. J'ai pas de bonne réponse à te donner. C'est parce qu'en fait, tu pourrais avoir ton diagramme qui est placé ailleurs, mais sur ton facteur de capturabilité dans notre truc. Mais c'est possible, c'est pas. En plus, tu peux avoir des effets confondants, en fait. Parce que si ton truc, quand tu vas fitter là-dessus, si tu as un effet sur ton recrutement et que tu as un indice de recrutement, et lui aussi affecté par le même processus, tu ne l'as pas explicité, du coup, tu le prends double ou tu le prends une fois et demie ou tu le prends. Donc, je me posais la question de comment est-ce que vous avez fait ce choix-là maintenant. Ouais. Après, c'est quand même des stocks avec des données super, enfin, un peu mieux maîtrisées que les données du tout, je dirais. Enfin, ils ont vraiment une meilleure couverture temporelle de leurs données et ils ont aussi des campagnes scientifiques qui donnent des informations, mais qui sont aussi corrigées pour la. Moi, je me demandais, en fait, détail que je n'ai pas compris, hein. Dans le couplage avec le modèle d'évaluation des stocks, est-ce que tu intègres, par exemple, une mortalité naturelle ou des paramètres carrying capacity, je ne sais jamais c'est utilisé, qui va être variable au fil du temps et qui va être drivé par les covariables qui sont intégrés dans le. Là, ce n'est pas le cas dans l'exemple qu'on a fait, mais c'est un peu l'idée des perspectives que je donnais. C'est on pourrait dire, ah bah oui, en fait, la mortalité naturelle aussi, elle est impactée par la température. Et du coup, avoir des variables qui impactent à la fois la température, des variables qui impactent à la fois le recrutement, mais aussi la mortalité naturelle, etc.
Mais donc ça demande d'avoir aussi suffisamment d'expertise et de connaissances pour. Pour le recrutement. Ouais, là, c'était vraiment. Entendre sur quelques paramètres, mais ça rendra quand même la tâche beaucoup plus complexe parce que dès qu'on commence Ah bah oui. à bidouiller tous C'est les. pour ça qu'il y a les histoires de questions de misspecification aussi. Parce que si tu commences à avoir des trucs qui impactent et ton recrutement et ta mortalité naturelle, tu peux facilement arriver à un modèle qui veut plus n'importe quoi aussi. C'est ce qu'ils font les modèles state space en fait. Donc, bon, ils vont changer, mais après, bon, tu mets des listes d'erreurs d'observation. Et généralement, oui, donc moi, je trouve que c'est un peu compliqué ces modèles-là, parce que dès que tu modifies un paramètre, tu sais pas trop ce qui se passe derrière, et ta part de variance qui est expliquée par quelque chose va basculer sur quelque chose d'autre. Mais c'est peut-être pas très grave si tu intègres sur l'incertitude structurelle. Tu vois. Donc, du coup, si tu fais une gamme de modèles, tu intègres sur une famille de modèles, tu fais du modèle averaging, par exemple, peut-être que c'est pas très grave parce que ta tendance est. Donc, tu la préserves. un scénario. Ouais. C'est un peu ce que l'idée, c'est comme si tu avais une variable aléatoire finalement de l'environnement qui était intégrée au travers du modèle. Tu peux aussi essayer d'utiliser un modèle bioénergétique pour intégrer l'effet des variables environnementales sur ton display et continuer d'utiliser un modèle d'estimation de population comme qui est fait correct, quoi. Parce que comme ça, tu as l'effet de la variable environnementale, pas juste sur un des stades, mais sur tous tes stades. Et puis de plusieurs variables environnementales différentes. Enfin, Oui, mais ça devient des modèles qui sont pas très compliqués par rapport à ce que tu as fait. couplés à un modèle d'évaluation de stock derrière, quand même. Non, pas trop en fait. Parce que non, un modèle IDEP, tu as 10 paramètres. Et après, tu as juste d'un stade à l'autre. En fait, ça rajoute beaucoup moins de paramètres que de tester les liens au final avec chaque variable environnementale, chaque stade. Et puis, les équations derrière, elles sont plus explicites que Pas linéaire, c'est sûr. Statistiques que tu vas estimer entre une variable et un qui peut potentiellement aussi changer si l'environnement change. Et ça, c'est vrai si tu peux expliciter dans ton depth, tu vas prendre en compte l'effet du vent. Il va falloir que tu le fasses rentrer dans le cadre du depth, en effet du vent. Après, tu peux. Le fond. Oui et non, puisque ton vent, c'est sur la dispersion larvaire. Oui, mais dans C'est ces pas cas, vraiment ce que je veux sur dire, le c'est que tu dev en reprends lui-même. une couche de complexité, mais du coup, tu la repousses du côté depth. Non, parce que pour moi, l'effet du vent, du coup, il joue pas sur la physiologie. Il joue sur d'autres choses qui sont des. C'est pas que de la physiologie. Du coup, le DEP, il décrit que la physiologie. Et donc là, il y a. Par exemple, ici, on présente pas de trucs avec des prédateurs. La quantité de prédateurs et la température, mais tu peux pas faire. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais je dis juste que pratiquement, je suis pas sûr que. Le vent, il va jouer plus sur la dispersion, la densité, donc c'est plus des processus de population que la physiologie. Ça ne sera pas vraiment dans le dev, ce sera plus sur le modèle après de dynamique de population. En détail. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Je ne suis pas sûr que ce soit opérationnel. Bon, assez Cosme, t'as le vent. Une question en ligne. 2 minutes, hein, ça met à tourner ça. Hein. Ça ne met pas avec toi. C'est pas un bon critère. C'est fort. On a une question en ligne de Marine. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Déjà, merci Juliette pour ta présentation, c'était intéressant. Je voulais demander, premièrement, est-ce que, comme vous commencez à être un peu nombreux à faire du stock, de l'évaluation des stocks, je me demandais si vous pouviez envisager de peut-être faire de l'évaluation des stocks pour les nuls pour qu'on comprenne un peu en quoi ça consiste un jour. Peut-être pas cette année, mais enfin, j'imagine que si Juliette, tu viens d'arriver, c'est pas trop le moment, mais peut-être plus tard. Euh, Sinon, je me demandais, tes différentes variables que tu intègres dans ton SEM, elles ont toute une loi de distribution et je me demandais si ça c'était pris en compte dans le modèle. Et donc, si l'histoire de l'effet seuil, ça pourrait pas être pris en compte justement dans ces lois de distribution euh, pour justement ajouter un effet seuil là-dedans.
C'est un peu technique, mais Euh, Bah ouais, sur les lois de distribution, nous, tout ce qu'on a fait, on a fait des distributions normales avec des erreurs d'observation qu'on avait fixées parce qu'effectivement, comme Tarek le disait, dans les modèles state space, c'est difficile d'estimer à la fois les erreurs d'observation et de processus. Euh, mais je comprends ta question et il me semble que effectivement, avec d'autres lois de distribution, tu pourrais gérer ça. Mais en fait, il y a un peu, il me semble que la question de réussir à gérer autre chose que des effets linéaires, c'était principalement euh, le fait que ce serait possible, mais en fait, dans ce cas-là, tu ne pourrais pas avoir de données manquantes. Il me semble que c'était ça le problème, c'est que tu ne peux pas euh, gérer les données manquantes comme c'est géré actuellement dans le modèle si tu intègres des effets seuil et des relations non linéaires. Il me semble que c'est ça la limite. ok. Bah, merci. Une dernière question avec Olivier. Salut. Ouais, désolé, je mets pas ma caméra, sinon vous me voyez en train de manger du gâteau au chocolat qui me dégouline sur la table. Merci. On te voit, on te voit. Oui, non, c'est un peu une remarque suite à la question de Lola et suite à la discussion. Moi, déjà, je trouve ça super intéressant, Juliette, tout ça. Euh, mais en fait, ce modèle causal, c'est un modèle qui est purement phénoménologique, hein, qui va chercher à mettre des corrélations entre des variables. Donc, on peut dire en quelque sorte, c'est un GLM++, où tu vas spécifier les termes de ton GLM++, en fait. Euh, il me semble, je vais faire une citation d'Edgar Morin. Edgar Morin nous dit, si vous regardez le monde avec un regard simplifiant, le monde sera simple. Si vous le regardez avec un regard complexifiant, le monde sera complexe. Et en fait, il me semble que cette méthode-là, elle ne regarde le monde ni avec un regard simplifiant, ni avec un regard complexifiant, mais avec un regard compliqué. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec des centaines de paramètres à estimer. Alors, peut-être dans ton cas, ce n'est pas des centaines, je ne sais pas jusqu'où tu es allé, mais très rapidement, avec des centaines de paramètres à expliquer. Et finalement, tu te retrouves avec un monde tellement compliqué que tu ne le comprends pas. Le paroxysme de cette démarche-là, c'est l'IA. Non, tu vas donner tes données à l'IA sans spécifier aucune relation a priori. Et là, tu n'auras pas des centaines de paramètres, tu en auras des dizaines de milliers, voire des millions, etc. Donc, tu n'auras pas accès à la compréhension des choses. Et par contre, tu vas coller parfaitement à tes données. Tu vas construire un monde extraordinairement compliqué, mais qui ne te dit rien sur le monde, en vérité. Euh, Alors que si tu fais confiance à ton intelligence, non pas artificielle, mais humaine, tu vas remplacer tout ça par des formes paramétriques qui correspondent à ta connaissance des choses. Et quand je disais il faut faire du APCOS, ce n'était pas qu'une blague. C'est-à-dire que tous ces liens que tu présupposes avec le vent, avec la température, etc., tu peux les mettre de façon explicite et tu n'auras pas des centaines de paramètres. Dans APCOSM, le modèle de base, il a 30 paramètres. Donc, ces 30 paramètres, ça rend les choses beaucoup plus accessibles d'un point de vue complication, tu vois, mais surtout, ça rend les choses beaucoup plus compréhensibles pour un esprit humain. Donc, je pense que c'était un peu le sens de la remarque de Lola. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, mais ça, c'est quelque chose que je constate depuis très longtemps, en fait. C'est que la démarche phénoménologique qui imprègne l'écologie et l'évaluation des stocks aussi, finalement, elle aboutit à une complication du monde, plus qu'à une complexification. Donc voilà, donc c'est un débat qui est intéressant et qu'on a déjà eu à de nombreuses reprises et qu'on aura encore, j'imagine. En tout cas, c'était intéressant et on en discutera à la plage s'il fait beau. À l'occasion. Ouais. Et j'arguerais quand même que on ne fait pas, on fait quand même des hypothèses basées sur la, la connaissance scientifique qu'on a, donc on n'est pas complètement aveugle et on n'est quand même pas dans ton cas d'IA où on ne sait rien et on balance toutes les données. Et, Absolument. Tonio. Moi, j'ai une question très rapide qui n'a rien à voir avec les modèles. C'est quand tu parlais des dynamiques de stock, etc., et surtout sur les projections à Marvec, est-ce qu'il y a des idées ou des projets sur du marquage électronique?
J'ai l'impression qu'il m'a déjà pour le pas. Pour le ton germant, je ne sais pas. Il y a pas mal de marquage qui est déjà fait par la scie, comme tu sais. Et le problème, c'est plutôt de réussir à mon avis, comprendre des trucs sur la population adulte qui difficile à marquer parce qu'elle est très profonde et que quand tu remontes des individus, ils sont en général pas en état de repartir. Donc voilà. C'est compliqué sur le virement en tout cas, mais Ok. je pense qu'on va essayer de réfléchir. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Merci. Bah, Merci, à toi. merci Juliette. Tu voulais dire? Si.